Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, je pense que je te demanderai pas si ça va bien. Ben, il faut pas trop se tenir proche de moi parce que depuis 2-3 jours, là, j'ai un microbe, un rhume. Là. Hier, je suis pas rentré travailler. J'étais Mario, est-ce que complètement c'est un rhume ou un rhume d'homme? Ah, ben, j'ai déjà eu des rhumes pires que ça. J'ai déjà eu des rhumes, là, tu sais, t'es 3-4 jours à l'été. Là, hier, Mais c'est le pas bien. printemps, il commence à faire beau, Ben à oui, faire hein. chaud, là. C'est pas le temps, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je dis à mon corps. Je dis, hey, là, d'autres choses à faire dans la vie qu'être malade. Ouais, je sais pas s'il est très bon. Aujourd'hui, notre invité, c'est Salim Adamon. Bonjour, Salim. Bonjour. Salut. Salim, t'es un... ben moi, j'ai fait ta connaissance il y a quelques semaines maintenant parce que t'as reçu en avril, donc le 1er avril, la reconnaissance de Microsoft comme MVP dans le domaine de CRM. Tout à fait. D'ailleurs, en recevant ça le 1er avril, je me demandais si c'était une blague. Oui. Effectivement, moi aussi, c'était le 1er avril. J'avais eu ma première notification, puis j'étais comme, oups, Toi, t'es toujours renouvelé au 1er avril. dans le batch du 1er avril, ouais. C'est tout le temps drôle. Ouais. Puis là, cette année, renouvellement, 10e anniversaire, donc Ouh. Ah. ça me rajeunit pas. Donc, Salim, comme moi, tu as une formation d'ingénieur. La formule, c'est toujours la même. Hein? On va parler de toi un peu, donner la chance à nos auditeurs de te connaître. Ensuite, on va parler plus du sujet de notre émission qui est la plateforme CRM. Bon, on va tout de suite régler ça. CRM veut dire Customer Relationship Management. C'est ça. Qu'on traduirait comment en français? Gestion de la relation avec les clients. Oui. Et Microsoft ont créé une plateforme, donc un serveur applicatif, puis qui donne un paquet de fonctionnalités, puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec toi. Tout à fait. Puis, à travers ta bio, les gens vont découvrir que tu es plus du côté programmeur que du côté infrastructure. D'ailleurs, c'est ça que... un des points qu'on a en commun, c'est qu'on était à la même école. Donc, tu es diplômé il y a 5-6 ans maintenant de Polytechnique en génie informatique. Exactement. Donc, 2008, école 2008. polytechnique en génie informatique, comme tu dis. Et puis moi, j'étais la première batch de génie informatique, puis 1990. On entend des cartes perforées. 18 ans plus tôt. C'est le fun de voir qu'il y a encore du génie informatique à Poly. Bon, en génie informatique, souvent, il y a différentes orientations. J'imagine que toi, tu avais pris l'orientation plus génie logiciel? Non, même pas. C'est marrant parce que j'avais pris l'orientation télécommunication. Ah oui? Télécom, ouais. Ouais. Et me voilà aujourd'hui à faire du logiciel. Ben oui, parce que, bon, là, tu fais ton cours et tu as un premier emploi. Tu commences à travailler chez... Chez une compagnie qui s'appelle Rand Worldwide, qui est une petite compagnie basée à Boston, dans le Massachusetts. Et on n'était pas nombreux ici. J'étais développeur de logiciels, donc on travaillait principalement avec les technologies Microsoft. Et à l'interne, on utilisait le produit Dynamics CRM. Donc c'est là-bas que j'ai commencé un peu à toucher à ça. Ah. Puis eux, qu'est-ce qu'ils faisaient comme produit essentiellement à Rand Worldwide? C'était des logiciels d'archivage de courriel. Ah, OK. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des lois qui les obligent à garder leur courriel des 5-8 dernières années, notamment les entreprises, les firmes d'avocats, par exemple. Et donc, ces entreprises-là, au lieu de garder des emails des 10 dernières années sur des serveurs ou dans des mailbox de leurs utilisateurs, ils utilisent des logiciels que nous, on construisait qui leur permettaient de faire l'archivage et de pouvoir retrouver facilement les courriels qui étaient archivés. Et pourquoi à ce moment-là l'intérêt de CRM pour ces compagnies-là? C'est parce qu'ils géraient leur base client avec ce produit-là ou? Oui, en fait, c'est ça. La compagnie gérait leur base de clients avec cette compagnie-là et surtout, ils géraient tout ce qui est le support. Donc, s'assurer du temps de réponse optimal quand il y a un problème chez les clients et tout ça. Donc, c'était dans ce contexte-là qu'on utilisait CRM et le but de la compagnie, c'était de devenir éventuellement un revendeur du produit.
OK. Et toi, il t'engage comme finissant, comme programmeur, informaticien. Et là, ce qu'on te demande de construire, c'est du logiciel qui va être utilisé à l'interne par les équipes de support sur leur plateforme Dynamics CRM. Exactement. OK. Donc, vraiment de l'extension au Dynamics CRM. Puis tu fais ça, t'as été avec eux pendant 1 an, 2 ans, j'imagine? Je fais 2 ans. Mhm. Et ensuite, donc, très, très belle expérience, non seulement au niveau CRM, mais aussi au niveau des technologies Microsoft en général, la plateforme .NET et tout ça. Et après ça, je quitte et je vais travailler chez Avanade. Donc, Qui est une firme de consultation reconnue dans le monde Microsoft. c'est là. ça, donc dédié aux produits Microsoft. Et j'entre là-bas justement comme consultant dans la pratique CRM. OK. Parce que là, tu avais développé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont une bonne expertise avec la plateforme CRM. Non, il n'y a pas beaucoup de monde. Connaissant le marché montréalais que je connais quand même un peu bien, je pense que s'il y a une 50aine de personnes qui sont vraiment pointues, en CRM, c'est un bon chiffre. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Puis vois-tu, Montréal, quand même une petite ville, là, de 2-3 millions, mais si on irait vers des villes plus grandes, j'imagine, si on prend par exemple Paris, un petit peu plus grand que Montréal, hein, on ne dépassera pas encore là les centaines. Là. À un moment donné, C'est un créneau. ouais. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les noms finissent par se connaître. Tout le monde se connaît finalement. C'est un petit monde. Puis il y a des bonnes personnes qu'on apprend à connaître, puis il y a ceux qu'on sait qu'on ne veut pas travailler avec eux. C'est toujours comme ça dans un petit milieu. Donc là, tu es chez Avanade. Tu travailles pour eux pendant encore là un autre 2 ans, 3 ans? 3 ans, un peu plus. À peu près 3 ans, c'est ça. Et, Donc là, tu fais des mandats chez les clients? Exactement. Donc, superbe expérience. Des clients très variés, des projets à 100% CRM. C'est intéressant de passer d'être dans une compagnie où on fait du CRM à l'interne à une compagnie qui offre les services et d'aller d'un client à l'autre, de regarder différents systèmes, différentes implémentations et quelque part de mieux comprendre le produit et de mieux apprendre à se familiariser avec la flexibilité que le produit peut offrir. Tout à fait. Et puis là, ça fait quoi, 1 an maintenant que tu as quitté Avanade pour aller chez ton employeur actuel? C'est ça, qui s'appelle 100 Answers, qui est une compagnie de consultation aussi basée à Ottawa. Ça fait à peu près 1 an que je travaille pour eux en tant que consultant dans la pratique CRM aussi. Puis donc, pour nos auditeurs francophones, 100 Answers sont traduits en français, ce serait une centaine de réponses. Exactement. Donc, c'est un drôle de nom de compagnie, mais c'est un nom qui a l'originalité parce qu'il est Tu original. retiens, tu le retiens. C'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs aspects quand ils ont choisi le nom. Un des aspects étant que ça commence par un A, donc ça paraît toujours au-dessus dans les listes. Et aussi parce qu'en consultation, on a toujours plus d'une réponse. Donc, finalement, une centaine de réponses, ça veut dire on va vous offrir des services, on va vous proposer des solutions et on va travailler ensemble. Puis là, à ce moment-là, tu déménages de Montréal vers Ottawa. C'est ça. Donc ça fait à peu près 1 an de ça que j'ai déménagé donc pour aller à Ottawa. Et puis les choses de la vie ont fait que je me retrouve à revenir à Montréal actuellement. Parce que tu travailles toujours pour eux, mais essentiellement, eux commencent à développer le marché sur Montréal, puis à ce moment-là, tu vas pouvoir travailler de Montréal. Exactement. Puis c'est comme ça que moi, je t'ai connu, parce que justement, par quelqu'un qu'on connaît, avec qui tu as la chance de faire une présentation, Jean-René Roy, pas le nommer, il m'a contacté en disant « Hey, il faut que tu rencontres Salim, c'est MVP CRM et tout. » Puis je me suis dit, ça serait une bonne occasion de faire un podcast. Et oui, en apprendre plus sur la plateforme, oui. Tout à fait. Donc, toi, rapidement, à ce moment-là, comme tu t'expliquais, tu t'es mis à faire du développement de blocs logiciels, mais pas qui viennent se greffer ou qui viennent étendre la plateforme CRM. Puis c'est ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est une plateforme. C'est vraiment... on peut partir de la plateforme .NET, mais là, tu es un peu tout nu. Tu as juste un runtime avec des librairies, forcément.
Mais si tu t'appuies sur une plateforme comme CRM, il y a des fonctionnalités de base qu'eux te fournissent que tu n'auras pas. C'est ces fonctionnalités-là qu'on va regarder ensemble. Exactement. On peut peut-être décrire un petit peu qu'est-ce que ça fait CRM, parce que j'imagine que la plupart de nos auditeurs ont peut-être entendu le nom, mais peut-être en 2-3 minutes, là, qu'est-ce que ça fait CRM au juste? Bien sûr. Donc, comme Mario a mentionné, c'est Customer Relationship Management. Donc, c'est vraiment le but de la plateforme, c'est de gérer la relation d'une entreprise avec ses clients. Donc, ça peut être n'importe quel type d'entreprise. Ça peut être un centre d'appel. Ça peut être une compagnie qui fait de la vente et qui veut gérer la liste de ses clients. Ça peut être une compagnie qui fait du marketing et qui veut pouvoir gérer la liste de à qui est-ce qu'on envoie des campagnes, à qui est-ce qu'on envoie des courriels. Donc, ça, c'est le CRM de base. Qui est une fonction que toutes les entreprises ont besoin. C'est pour ça qu'ils ont fait une plateforme pour ça, c'est qu'il y a un marché. Essentiellement, c'est ça. Parce que finalement, quand on y pense, toutes les entreprises ont des relations à gérer avec des gens. Que ce soit à l'interne, que ce soit avec des clients externes, que ce soit avec des comptes externes, il y a toujours une relation à gérer. Et ensuite, c'est quel est le type de la relation et à ce moment-là, comment est-ce qu'il est géré. Donc, on parle de centre d'appel, on parle de gestion d'inventaire, on parle de gestion de vente. Donc ça, c'est vraiment le CRM. Et le produit de Microsoft a une particularité. À la base, il est livré avec 3 modules. Donc un module de gestion des ventes, donc tout ce qui est gestion des opportunités, passer d'une opportunité à une commande et à une facturation. Le deuxième module, c'est le module de marketing. Donc c'est vraiment gérer des campagnes, aller regarder la liste des contacts qu'on a dans le système, en fonction de leurs préférences, des produits qu'ils ont achetés, on peut générer des campagnes de publicité. Et le troisième module, c'est un module de gestion de service. Donc, quand on dit gestion de service, ça peut être utilisé dans le contexte de ce qu'on appelle du case management. Là. Donc, gérer des incidents, centre d'appel, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est la particularité du produit de Microsoft. Les trois. Donc, gestion des services, marketing et vente. Et puis, tu me décris ça, puis moi, ma tête d'informaticien me dit « Oh, beaucoup de traitement de données, beaucoup de manipulation de données ici. » Tout à fait. Le produit est construit pour avoir une flexibilité au niveau du modèle de données. Donc, au départ, il arrive avec un certain nombre d'entités, donc qui sont des tables, une base de données. Le produit s'appuie sur Microsoft SQL Server. SQL Server, c'est ça, donc 2008-2012. Et donc, il est construit pour être complètement configurable. Donc, on peut entrer dans le système, créer des tables additionnelles en fonction de nos besoins, de l'information qu'on capture pour une compagnie donnée et créer des champs dans la table et tout ça, créer des relations entre les tables. Donc, il y a beaucoup de flexibilité au niveau du produit parce que justement, la relation avec les clients, ça implique beaucoup de traitement de données. Absolument. Effectivement. Puis, c'est un produit qu'on installe en entreprise ou est-ce qu'il est disponible aussi en version en ligne? Bonne question. C'est probablement, de mémoire, l'un des seuls produits CRM qui offre les 2 modèles de déploiement. Donc, on peut s'inscrire avec Office 365 dans le cloud et rajouter une inscription à CRM pour une entreprise. On peut aussi acheter le produit et l'installer à l'interne sur des serveurs. Donc, serveur CRM, serveur SQL Server et tout connecté ensemble. Puis est-ce que les deux, excuse-moi Marie, est-ce que les deux plateformes finalement peuvent être étendues par du développement .NET? Absolument, absolument. C'est sûr que quand on travaille à l'interne avec une installation locale, on a peut-être plus de flexibilité parce qu'on a le contrôle sur tout. Par contre, quand on s'en va dans le cloud, on a beaucoup de possibilités d'extension aussi, mais il faut penser qu'on est dans le cloud, donc il y a des choses que typiquement on ferait localement que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas le contrôle sur l'infrastructure. Effectivement. Puis la version cloud, est-ce que Microsoft a pris un peu le même modèle qu'ils ont fait avec les applications Office 365? C'est-à-dire que c'est du développement JavaScript que tu dois héberger sur un autre serveur. C'est toujours la difficulté qu'eux avaient. Ils ne veulent pas ouvrir leur plateforme cloud. N'importe qui peut se mettre du logiciel dessus et enlever les niveaux de service. C'est-tu la même approche? C'est similaire. La différence, c'est que le produit Dynamics CRM offre une plateforme de personnalisation et de développement qui lui est vraiment propre.
Et donc, ce que Microsoft a essayé de faire en arrivant à CRM 2011 et 2013, c'est de fermer toutes les différences de développement entre développer dans le cloud et développer à l'interne. Donc, la plupart du développement qu'on fait pour CRM, qui cible vraiment CRM, peut être développé dans les deux cas, autant pour la version en ligne que pour la version Parce que locale. là, si je t'entends bien, c'est qu'il y a une grande partie de la programmation. C'est pas une programmation orientée objet ou structurelle, c'est plus une programmation déclarative où on personnalise, où est-ce qu'on fait juste configurer des valeurs pour paramétrer notre application. Voilà, donc ça c'est un des aspects. Donc tout ce qui est juste la configuration, aller dans le système, on parle de 0 ligne de code, créer des tables dans la base de données, créer des nouveaux champs, créer des relations, des drop-down, pick list, des affaires de même. Et l'autre aspect, c'est le côté développement où il y a du développement qui peut être fait, mais vraiment propre à CRM. Exemple, écrire du code pour le côté client pour montrer ou cacher des champs, cacher des sections sur un écran. Autre exemple, écrire du code pour s'exécuter à un certain événement. Par exemple, à la création d'un enregistrement, à la création d'un compte, dans le CRM, on veut avoir un événement qui s'en va le créer dans un autre système. Donc, il y a du code qu'on peut écrire aussi pour s'attacher à ces événements-là et qui va être exécuté sur le serveur CRM. OK. Puis ce code-là, par exemple, du code qui répondrait à un événement pour justement aller alimenter une autre base de données, mettons, de ton patrimoine. Si tu avais la version qui roule sur Office 365, est-ce que tu pouvais installer même ce code-là sur le cloud? C'est vraiment une très bonne question, puisque là, il y a tout le concept de sécurité qui entre en compte. Il y a certaines opérations qu'on peut effectuer dans le genre d'événement, c'est-à-dire s'attacher à la création d'un enregistrement. Et il y a une définition claire de ce qu'on peut et qu'on ne peut pas faire. Et on peut déployer des services dans Azure. Donc à ce moment-là, tu as plus de contrôle sur aller parler à des systèmes externes, plus de flexibilité à ce moment-là. Un peu comme tu mentionnais tout à l'heure là, avec Exchange là, ou Office 365, là, où finalement on se greffe sur un autre serveur. Là, puis tout étant dans le cloud, on tape sur Azure. Puis est-ce que l'équipe de Dynamics CRM ont commencé aussi à publier toutes les l'API interne sous forme d'API REST, c'est-à-dire que dès que tu as la capacité de faire une requête HTTP, tu vas être capable de pouvoir faire des écritures ou des modifications ou des lectures sur le serveur? Absolument. Alors, il y a un API REST qui existe, qui est encore un peu limité. Il n'expose pas toutes les fonctionnalités. Il y a un autre API en SOAP et un autre... ils ont à peu près 3 ou 4 différents... REST, c'est probablement celui qui va le bonifier puis celui qui va survivre à long terme, j'imagine? Je ne suis pas convaincu que ce soit dans leur roadmap actuellement. Mais cela dit, c'est sûr qu'ils continuent de rajouter des opérations critiques et c'est très utilisé là, au jour d'aujourd'hui. Fait qu'on peut, à partir d'une application in-house qui roule dans l'entreprise, on peut, même si on utilise CRM dans le cloud, on peut finalement se brancher dessus via ces interfaces-là pour récupérer de l'information ou envoyer de l'information. Absolument. Ça se fait. C'est intéressant, c'est un modèle intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'installer CRM en entreprise. On l'utilise dans le cloud, mais on est quand même connecté. On peut connecter nos systèmes à CRM dans le cloud. Tout à fait. Mais le gros compétiteur de Dynamics CRM, c'est Salesforce. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, c'est... Puis Salesforce, a toujours eu juste une plateforme sous forme de service. Ils n'ont jamais vendu une plateforme que tu veux déployer à l'interne. Non. Et eux, c'était leur argument de dire, écoute, on te donne des API, tu vas pouvoir venir chercher l'information. Et je pense que Microsoft, il y a beaucoup d'organisations qui disent, non, nous, on veut déployer localement notre propre serveur. Donc, eux, l'approche Microsoft, elle va les plus satisfaire. Mais je me souviens, dans les années 2002-2003, quand est arrivé le produit Salesforce, beaucoup de gens disaient, ben voyons donc, personne ne va être prêt à commencer à mettre leur liste de clients sur le cloud. Et bon, Salesforce a fait mentir tout le monde, toutes les compagnies, parce que le prix, les fonctionnalités étaient là et le prix était vraiment adéquat. Oui, mais c'est intéressant parce que justement, Salesforce arrive il y a très longtemps dans le cloud et Microsoft arrive en disant, mais... La plupart des compagnies, personne ne va vouloir aller dans le cloud. Fait que Microsoft développe quelque chose qui est fait pour être déployé à l'interne. Avec le temps, ils évoluent et se dirigent dans le cloud, donc deviennent un compétiteur de Salesforce.
qui, eux, n'ont pas la possibilité de faire l'inverse et de dire, on veut aussi aller chercher le marché in-house, donc on va faire une version in-house. Donc, une chose pour laquelle Microsoft n'a pas beaucoup de reconnaissance et devrait en avoir, c'est le fait de maintenir une application qui peut être déployée dans 2 modèles différents et fonctionner exactement de la même manière. C'est pas facile. Ouais. Parle-nous des avantages de la version en entreprise au niveau développement. Personnellement, moi, ce que j'aime là-dedans, dans le fait d'avoir le CRM déployé à l'interne, c'est qu'on a accès on a tout le contrôle sur l'infrastructure pour commencer. Donc, tout ce qui est faire des rapports très complexes où on a besoin de parler directement à la base de données en SQL, ne pas avoir besoin, de passer à travers un langage défini par CRM qui s'appelle le Fetch XML pour pouvoir aller chercher de l'information et après essayer de construire des rapports. Donc, il y a un langage interne qui s'appelle comment? Fetch XML. Pour aller chercher tes données. Exactement. Pour aller chercher des données, mais qui n'est pas aussi flexible que du SQL. Mais la raison pour laquelle il faut utiliser ça, c'est parce que il est compatible avec le cloud et avec les déploiements à l'interne. Compatible avec le cloud, pourquoi? Parce que Microsoft contrôle justement la conversion entre le Fetch XML vers le SQL. Puis j'imagine Microsoft vont dire non, viens pas parler à nos BD direct parce que notre schéma peut changer à n'importe quel moment donné et tu ne seras pas compatible dans le futur. Exact. Donc, et puis aussi le côté sécurité parce que qu'est-ce que les gens vont mettre dans leur script, dans leur requête? Oui. Et le développement se fait de quelle façon? Alors, principalement, il y a 2 types de développement. Il y a du développement côté client, donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec c'est JavaScript. Donc, Microsoft nous fournit un API, donc niveau client, JavaScript, où on a certaines opérations qui sont autorisées. Par exemple, prendre des valeurs de certains champs cachés ou montrer des sections. On peut utiliser Ajax aussi là-dedans pour faire des requêtes vers l'API REST. Pour aller directement chercher de l'information dans la base de données. Le client, lui, c'est un client qui roule dans le browser ou c'est un client lourd? C'est un client qui roule dans le browser. Dans le browser, OK. Plusieurs options browser. De la JavaScript. De la JavaScript. Mobile. Donc, il y a des applications mobiles. Il y a aussi une version web pour le mobile. Et il y a un client pour Outlook. Donc, pour l'utiliser directement. Donc, le modèle, pour le client, c'est vraiment web, JavaScript, etc. Et j'imagine, du côté serveur, il y a un modèle qui est différent. C'est ça, il y a un modèle qui est différent. C'est du développement en .NET, là, donc C# ou VB. Et essentiellement, c'est des librairies qu'on bâtit, là, basées sur l'API de CRM, encore une fois, où on hérite de certaines classes qui nous permettent de faire certaines opérations. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, par exemple, se rattacher à certains événements. Et à partir de cet attachement-là, dans l'événement, on a la flexibilité de faire beaucoup d'opérations, c'est-à-dire lire l'enregistrement sur lequel l'événement vient d'être lancé, faire des mises à jour sur cet enregistrement-là, sur d'autres enregistrements, où il y a vraiment énormément de flexibilité que le produit offre. Et il y a aussi tout un engin de gestion de workflow. Et à ce niveau-là, il y a aussi des librairies qu'on peut construire et les injecter pour faire des opérations dans un workflow qui sont très personnalisés. Est-ce qu'on peut faire un certain parallèle entre la plateforme Dynamics CRM et SharePoint? SharePoint a un peu les mêmes modèles de programmation, répond pas aux mêmes besoins du tout, là, mais c'est quand même des plateformes qui... Les deux sont des plateformes applicatives. Puis, dans les 2 cas, les 2 ont des engins de workflow. C'est ça. Tous les 2, d'ailleurs, basés sur Windows Workflow Foundation. Puis, justement, dans SharePoint, quand on déploie, c'est pas juste du Xcopy, c'est pas juste des DLL qu'on dépose, il faut les packager. Donc, est-ce qu'il y a aussi toute une mécanique comme ça du côté de Dynamics, en tout cas quand on déploie du côté serveur? Tout à fait. En fait, dans les 2 cas, il y a ce qu'on appelle des solutions CRM. Donc, ce que la plateforme nous donne, c'est vraiment des solutions qu'on bâtit. Donc, tu crées une solution, tu rajoutes toutes les entités qui lui sont pertinentes, toutes tes portions de code, toutes tes librairies sont inclus dans une solution qui peut après être extraite. Ça compile, ça fait des DLL? Tout à fait. Donc, les DLL, le développement, c'est à l'externe, donc c'est dans Visual Studio. Et ensuite, c'est déployé à l'intérieur du CRM. Et on a une interface administrateur où on peut aller voir toutes les DLL qui sont publiées et on peut les enregistrer pour
pour partir sur certains événements, par exemple. C'est juste comme du Xcopy, c'est-à-dire que tu déploies dans un répertoire particulier des DLL puis le système les reconnaît, ou il faut vraiment que tu les enregistres à travers une console ou à travers... ça pourrait sûrement se faire de façon automatique aussi à travers un API. Il doit y avoir un API PowerShell, j'imagine. C'est ça. Il y a un API PowerShell qui vient de sortir avec 2013. Sinon, il y a un outil que Microsoft donne pour enregistrer les DLL dans CRM. Il y a plusieurs options d'enregistrement. Ça peut être enregistré dans la base de données, ça peut être enregistré sur disque. Donc, il y a plusieurs options. Ou bien dans le GAC aussi, Global Assembly Cache. Ouais. Quand on parle de déployer du code comme ça, au niveau du développeur, le défi, c'est toujours de tester, de débugger son code. Comment ça marche si je fais F5? Est-ce qu'il y a un déploiement qui se fait magiquement? Puis est-ce que ça prend un CRM de test? Décris-nous un petit peu l'expérience de développement. Très bonne question. C'est probablement un des points relativement frustrants des développeurs en général parce que c'est pas simple. Dynamics CRM, c'est une application qui roule, c'est un site web. Mm-hmm. Dans le fond, donc, quand on fait du développement, on rattache nos événements à, par exemple, la création d'un enregistrement ou la mise à jour d'un enregistrement. Mais tout ça, c'est des événements qui roulent dans le processus web, donc dans IIS. Okay. Alors, pour faire du débugage, à ce moment-là, il faut se rattacher au IIS d'un serveur. Donc, typiquement, ce qu'on recommande dans des environnements de développement, c'est que chaque développeur ait une machine virtuelle ou sur sa machine locale, là, peu importe, mais qu'il ait un CRM d'installer qui fasse son développement pour qu'il puisse faire du debug directement là. CRM, ça s'installe juste une version serveur, j'imagine, d'un OS. Tu ne peux pas l'installer sur un Windows 7. Exact. Donc, souvent, c'est pourquoi les gens vont avoir une machine virtuelle, parce que leur poste, leur PC, c'est souvent un Windows 7 ou un Windows 7. Exact. Moi, j'utilise Azure, ça va très bien. Ah, parle-moi de ça. Comment tu as une machine virtuelle qui est dans Azure et c'est ton environnement de développement? Exactement. Parce que c'est tellement plus simple dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est tellement mobile que avoir une VM sur mon laptop, le jour où j'ai pas mon laptop ou j'ai plus de batterie, je peux toujours accéder à ma VM. Donc dans Azure, j'ai bâti une VM où je suis parti d'un template où il y avait SQL Server 2012, puis j'ai rajouté toutes les autres composantes, donc CRM, les outils de développement. Et puis tu arrives à déployer ton code, à te brancher sur un... comment le débogage se ferait? Est-ce que c'est un petit peu plus complexe que si tu serais sur un laptop, par exemple? Non, c'est complètement la même chose dans le fond. Tout roule directement sur tu fais du remote desktop, tu as mappé probablement des drives locales sur des drives dans lequel tu es en remote pour être capable de pogner tes fichiers, puis les copier, faire des déploiements. C'est comme ça que tu fonctionnes? Exactement. Moi, j'aime ça fonctionner comme ça. J'aime mon TFS aussi qui est tout intégré ensemble. Donc, que je sois sur ma machine ou sur ma VM, j'ai accès à tous mes fichiers. Après, c'est pour faire mon développement, je préfère être sur ma VM. Et puis c'est intéressant, comme tu dis, parce que tu peux... tu es basé à Montréal, mais j'imagine que tu fais des clients un petit peu partout, tu es porté à te déplacer un peu, puis ton environnement, finalement, te suit tout le temps. Exactement. Le coût, est-ce qu'il... Je suis pas familier, moi, avec les coûts... Ça dépend de la taille de la VM. Est-ce que ça te prend une extra... Son calé pour un développeur, non? Non, mais toi, tu dois bien connaître, Guy, justement. Je pense que j'utilise une A3 ou A4. A3, donc, ça doit être 7 gigas de RAM avec... une bonne machine. Avec deux ou mais pour processeurs. Pour un auditeur qui ne connaît pas ça, là, il s'attendrait à... S'il veut fonctionner avec une machine Azure comme ça, il faut qu'il prévoie payer combien par mois à peu près pour... une machine de base, peut-être une centaine de $. Là. C'est ça. Moi, la machine que j'utilise... Par mois ou par année? Par mois. Par mois. Donc, la machine que j'utilise me coûte... quand je la laisse allumer toute une journée, c'est à peu près 4-5 $. C'est vrai, parce que là, je te dis le prix peut-être où la VM fonctionnerait 24 heures sur 24, mais finalement, tu l'allumes maintenant. Un des avantages... Quand tu la fermes, tu cesses de payer. C'est ça, exact. c'est ça. Tu payes pour le storage, là, ça va, mais au moins, tu ne payes pas pour l'instance qui roule. Fait qu'après ça, tu arrives le lendemain matin, tu la redémarres, tu payes, tu commences à payer à partir de ce moment-là. Puis toi, c'est ton employeur de toute façon qui la paie. Puis eux, ils calculent là-dedans que ça coûte moins cher faire ça que de déployer des serveurs, des machines virtuelles à l'interne, j'imagine? Parce que c'est pas juste déployer des machines à l'interne, il faut les maintenir et puis il faut que tes employés y aient accès en tout temps.
sais, il faut que tu ouvres un VPN ou quelque chose là qui Ouais. soit tout le temps disponible et le coût de maintenir ça, enfin, vous connaissez là, Ah, ouais, ouais. ça augmente vite. Rapidement, tu te rends compte que c'est beaucoup moins cher d'aller sur Azure. C'est ça. C'est intéressant, ça, C'est- ce pattern-là. Ce qui est un peu difficile, c'est que ça prend de la discipline. Enfin, pour quelqu'un comme moi, pour mon développement personnel, j'utilise aussi Azure. Mhm. Alors, c'est la discipline d'éteindre la machine Ouais. virtuelle à la fin de la journée Ouais. pour pas se faire charger pendant toute Mais la là, c'est journée. un des bénéfices d'avoir gagné le prix MVP, c'est que là, maintenant, tu vas avoir des heures gratuites de Microsoft sur Azure. Déjà activé. C'est pas long. Donc, on a dit deux modèles de programmation. Client, qui est principalement du JavaScript. Et même JavaScript roule, parce que la version le add-in qui est dans Outlook, est-ce que c'est du JavaScript aussi? Oui, ben il roule aussi. Le JavaScript roule. Parce qu'essentiellement, ce que le JavaScript fait à ce niveau-là, c'est des opérations relativement simples. C'est-à-dire, tu sais, quand on parle de montrer, cacher des champs ou de faire des petits appels vers la base de données pour lire des valeurs dans CRM ou faire des petits updates, c'est pas très méchant. Et le client Outlook, essentiellement, c'est un site web qui est copié localement là, Ouais. quand tu le mets offline, mais quand tu es en ligne, c'est la même chose que être dans le browser, dans le fond. OK. Donc, essentiellement, programmation, tu es dans ton Visual Studio, tu fais ce que tu as à faire, puis comme tu disais, pour tester tout ça, on est mieux d'utiliser une machine virtuelle. Toute la partie que je te parlais un peu plus tôt de configuration, c'est-à-dire définir nos schémas de BD, ces choses-là. Est-ce que, un peu comme dans SharePoint, tu as un outil designer qui s'adresse plus pas aux informaticiens, mais à des gens qui seraient plus comme des analystes ou des designers? Est-ce qu'on a un peu d'équivalent sur la plateforme CRM ou pas du tout? Il y a beaucoup de matériel de formation. La clé, c'est dès qu'on commence à travailler un peu avec ce produit-là, on se rend compte qu'on peut très facilement faire un parallèle avec une base de données relationnelle. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils arrivent, ils se disent « Ah ben, je vais aller dans la configuration, puis je vais créer des tables, et je vais créer des champs, je vais faire des relations entre tout ça et ça va être beau. » Mais le problème, c'est que on peut pas penser comme ça parce qu'on crée des entités, mais la plateforme a une manière de montrer les enregistrements, une manière de les configurer, une manière de rendre le visuel qui fait qu'on a quand même certaines restrictions. Alors, l'erreur 101, là, comme on dit, de base, c'est de penser que c'est une base de données relationnelle et d'entrer de commencer à faire de la configuration comme si on créait juste des tables et des Donc, relations. Une erreur typique, tu dis, ah, moi, j'ai une entité qui serait des clients, mais dans mon cas, je voudrais être capable, je sais pas, moi, de gérer pour mes clients les factures, mettons. Peut-être que tu vas me dire que CRM supporte déjà, mais là, dire, j'ai juste besoin de me rajouter une table facture et je vais être capable de gérer les deux. Et là, c'est que CRM, lui, il va probablement te demander quand tu crées facture, avec quel genre de rendu tu veux l'attacher, puis il n'y a peut-être pas un rendu qui va fonctionner pour être capable de montrer des factures. Exactement. Et comme je dis souvent aux clients, tout est faisable, mais est-ce que c'est justifiable? C'est ça la vraie question. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens font des modèles de données qui sont tellement compliqués qu'après, au niveau expérience utilisateur, ça devient vraiment difficile à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? On se retrouve à construire des écrans personnalisés pour que ce soit une meilleure expérience pour les utilisateurs. Et construire les écrans, ça coûte cher. Voilà. Donc, c'est toujours quelque chose auquel il faut penser. Alors, pour ce qui est vraiment de la configuration, la base, pour moi, c'est vraiment de partir avec le matériel de formation qui est donné par Microsoft. Et après, de toujours penser, quand on est en train de faire le développement et la config, de penser expérience utilisateur. Donc, est-ce que si je m'en vais, je crée 500, 600 tables d'un système, est-ce que les utilisateurs vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont être perdus? Donc, c'est toujours de penser à l'expérience utilisateur parce que à la fin de la journée, la formation que tu reçois, elle te permet de connaître le produit, de savoir qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux faire. Mais si en tant qu'individu, par exemple, nous, avec un background qui est très technique, si on voit le produit comme simplement une base de données relationnelle, on va faire des erreurs en bâtissant l'application parce qu'on va construire
plein d'entités, on va construire 20 entités juste pour faire des intersections, et après, l'expérience utilisateur va être très mauvaise. Donc, il faut penser à ce genre de choses-là quand on Oui, fait puis du c'est un design. peu au début, quand tu m'as décrit le produit, je dis ça gère plein de données. Donc, en arrière, il y a un SQL, puis tout ça. Puis notre background informaticien va dire ça va être facile à gérer, puis administrer ou à modifier et adapter, mais il faut faire attention avec ces systèmes-là. Absolument. Moi-même, en tant que... Parce que j'ai eu plusieurs rôles là, dans ma carrière de consultant. Donc, j'ai fait autant de l'analyse d'affaires que de l'architecture plus technique ou du développement pur aussi. Et dans mes rôles d'analyste d'affaires, ce qui est difficile, c'est vraiment de se mettre dans la tête des utilisateurs et de voir quelle va être la meilleure expérience pour les utilisateurs. Ne pas simplement arriver et dire, on me parle d'un concept X et d'un concept Y. Bon, ça veut dire 4 tables ici, 5 tables ici. C'est pas aussi simple que ça. Des fois, il faut penser un peu plus et réfléchir à comment apporter une meilleure expérience. Peut-être aussi, et puis tu me corrigeras si ça n'a pas de sens ce que je veux dire, mais il doit y avoir des entités tellement fondamentales que c'est ceux-là qu'il faut que tu aies ce besoin-là pour aller vers cette plateforme-là. C'est sûr qu'il y a une entité qui doit exister, qui est celle qui représente le client. Je suis pas en train de dire une stupidité, j'imagine. Non. Mais quelles sont... Si on essaie d'énumérer les entités les plus importantes, tu as parlé tout à l'heure qu'il y a un module de vente. Donc, il doit avoir... est-ce qu'il y a une entité vente ou en tout cas transaction? Il y a plusieurs niveaux. Alors, ça part de ce qu'on appelle un lead, donc qui devient une opportunité. Et de l'opportunité, ça devient une commande. Et la commande qui devient une facture. Donc, ça, c'est le chemin. Donc, il y a un cycle de vie prévu. Exactement. Il y a un cycle de vie prévu. Il y a une entité ou plusieurs pour supporter chacune des étapes du cycle de vie. Donc, ça, c'est pour la vente, pour le... Donc, c'est intéressant. Donc, l'entité client, quand on la regarde d'un point de vue vente, il y a 4 autres entités qui s'y attachent. Au début, c'est un lead. Et il y a certains des gens, des organisations que tu vas mettre comme des clients qui vont rester juste comme des leads. Il n'y aura jamais une facture avec eux autres parce que tu n'auras jamais réussi à leur vendre. Exact. Jusqu'à la fin, arriver avec une facture. Puis pour s'y rendre, tu disais qu'on part d'un lead. Après ça, on va à Opportunité, opportunité. Ensuite, commande, forcément, et et ensuite facture. une facture. Une facture. Donc ça, c'est les 4 grandes entités qu'on retrouve du côté du processus de vente. Disons que c'est un chemin typique. Ouais. Chemin typique. Ouais. Parce qu'on pourrait avoir des chemins un peu différents, mais à la base, si vous avez ce chemin-là, puis vous avez besoin de construire une application, regardez CRM parce que vous allez ça va peut-être coûter beaucoup moins cher de bâtir par-dessus ça que de construire une solution maison. Tout à fait. L'autre module, tu me parlais de marketing. Donc là, c'est plus les campagnes. Exact. Donc, c'est quoi les grandes entités qu'on retrouve de ce côté-là? Campagne. Hein? Alors, Campagne. c'est essentiellement la campagne qui se rattache à du matériel de campagne. Donc, ça peut être des articles que tu vas envoyer ou... Donc là, on retrouve des fonctionnalités un peu de content management. Absolument. Absolument. Parce que tu as justement la possibilité de gérer tout ce qui est article, tout ce qui est ce qu'on appelle sales literature. Il y a vraiment... Donc, toute la littérature associée au processus de vente, à la vente. Là. Exactement. Et donc, bien sûr, tu as aussi des emails, les courriels. Tout le concept des activités, là, devient intéressant parce que tu as courriel, tu as des tâches, tu as... au niveau du marketing, c'est de bâtir une campagne qui a pour objectif de faire passer une information, de faire passer un certain message publicitaire à l'externe. Donc, c'est envoyer des emails. Donc, grosso modo, ce que j'entends ici, c'est campagne est une grande entité. Absolument. Je n'ai une qu'on va regrouper sous le terme activité, mais qui sont essentiellement des actions qu'on fait, envoyer des emails, donc activité. Et l'autre, j'appellerais peut-être contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas mettre dans ta campagne. Exact. Donc là, tu as tes documents et tout. Exact. Puis tout ça, essentiellement, ces campagnes-là, c'est toujours pour faire évoluer dans ton processus de vente d'un lead vers une opportunité ou d'une opportunité vers une commande. C'est parce que les campagnes vont appuyer ton processus de vente, parce que j'imagine, ultimement, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent, donc avoir des factures à la fin. Exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu peux bâtir beaucoup d'intelligence d'affaires à partir des campagnes que tu envoies. Donc, les gens qui te répondent ou juste tes clients courants, de regarder c'est quoi les produits qu'ils ont achetés. En fonction de ça, avoir une idée de qu'est-ce qui peut les intéresser dans tes nouvelles offres et leur envoyer des campagnes publicitaires correspondant à leur historique, OK. dans le fond. Donc, Puis l'autre, c'était tout l'axe service. exact. Donc là,
Alors là, pour les services, c'est intéressant et je reviens d'Ottawa, donc j'en ai fait beaucoup. C'est les contrats gouvernementaux, beaucoup de gestion d'incidents et tout ça. Donc Donc là, le ticket, probablement, est une entité fondamentale. c'est ça, qui s'appelle case. Un case, OK, un cas. Voilà, un cas. Et on a des contrats. Des contrats. Donc ça marche par exemple pour du support. On a également des services. Donc quand je dis service, c'est qu'on on a un calendrier. Les niveaux de service? Oui, ça vient de sortir en fait, ça vient tout juste de sortir, les niveaux de service. C'était OK. pas encore dans la plateforme Donc, out of the c'est box. pas ça. Par service, tu dois dire autre chose. Oui, par service, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un calendrier et puis on peut assigner des individus donc, pour travailler dans certaines plages du calendrier. Donc, ils offrent un service dans des plages horaires. OK. Ça fait du sens. Donc, c'est ça. Mais je dirais le modèle de service tourne vraiment autour du case. On a aussi des articles, donc du knowledge base. On a... Donc, un exemple typique, mettons, au gouvernement fédéral où on pourrait utiliser CRM pour faire ce genre de choses-là. Donc là, on est loin de... On ne veut pas générer une facture à la fin. On veut générer complètement autre chose, là. Tout à fait. On veut résoudre un problème. Donc, puisqu'on a un cas au début, alors ça va être, par exemple, une gestion d'incident. Donc, on gère la sécurité dans un aéroport, par exemple. Et on va avoir un incident qui est créé pour dire que il y a un sac qui a été abandonné. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais là, nos clients, ils viennent où, là, dans le décor pour ça? Parce que quand on crée l'incident, il faut l'attacher avec un client? Bonne question. Alors là, j'ai donné un exemple où il n'y a pas nécessairement un client qui est impliqué. Ça serait possible. Ça serait possible de faire ça avec CRM? Tout à fait. Oui. Par exemple, un autre exemple dans le même contexte, c'est quelqu'un qui appelle cette organisation-là et qui dit j'étais à l'aéroport, puis je me suis fait briser mon ordinateur. Donc, on appelle pour se plaindre. Alors, on ouvre un incident et puis on dit OK, ben c'est quoi votre nom? Alors, à ce moment-là, tu prends les informations de cette personne-là qui devient contact dans ton système. OK. Voilà. Donc, et le case management est encore plus intéressant dans le cadre des centres d'appel où ben on appelle Bell, il faut qu'ils cherchent nos coordonnées avant de nous entendre crier, il faut qu'ils regardent notre historique pour savoir s'ils nous répondent gentiment ou pas. Puis les trois grands modules, tu n'es pas obligé de les utiliser en même temps. Tu peux juste utiliser, par exemple, la gestion des cases. Voilà. Ou si c'est un module de vente, mais juste le module de vente, si tu as besoin juste de ces fonctionnalités-là. Absolument. Dans mon expérience, la plupart des projets, ça va se centrer autour d'un module, peut-être deux, ou des fois aucun. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le XRM pour Anything Relationship Management. Le XRM. Le XRM, c'est ça. Donc, on sort carrément des modules de base et on décide d'aller construire sa propre fonctionnalité qui tourne toujours autour de la relation avec, idéalement, des clients et des comptes. Mais comment ils font pour définir les vues, le rendu visuel dans le XRM? Ben, tout est configurable. Donc, c'est par exemple, si tu veux faire un système de gestion de bourse ou comme ça se fait beaucoup dans le gouvernement, donc grants management. Ouais. On va construire des entités, donc des tables qui vont être vraiment basées tout autour de la gestion de comment est-ce qu'on finit par donner des bourses à des individus. Donc les organisations, les comptes, ça va être peut-être des universités. Et les contacts, ça va être des étudiants ou des personnes qui révisent les demandes de bourse. Et donc après, on est toujours dans le relationship management, on a des comptes, on a des contacts. Et après, toutes les entités qui vont être liées à ces deux-là, à ces comptes et à ces contacts, ça va être des entités personnalisées qu'on a créées dans le système. Donc, prix, bourse, paiement. Quand on crée une entité personnalisée, est-ce qu'on doit définir en JavaScript comment va être fait l'affichage ou on nous offre des gabarits? On nous offre des gabarits. Et d'où mon point tantôt où je disais que quand on pense trop comme des informaticiens, comme des gens qui connaissent des bases de données relationnelles, on finit par se tirer une balle dans le pied parce que quand on crée une entité, il y a un rendu de base qui est offert par CRM. Donc, il y a une vue.
où on voit la liste des enregistrements, on peut définir les colonnes, la largeur des colonnes et tout ça. Il y a des formulaires, donc où on peut choisir quels champs on voit à l'intérieur du formulaire, lesquels sont visibles quand en fonction de certains critères qu'on peut définir. Et il y a aussi des vues de recherche. Donc, quand on veut faire une recherche, qu'est-ce qu'on voit, quel champ on cherche. Donc, ça, c'est vraiment des fonctionnalités de base que la plateforme nous donne. Donc, on crée n'importe quelle entité, out of the box. Après 30 secondes, on a accès à tout ça directement. Donc, on peut faire beaucoup avec cette plateforme. Absolument, absolument. Sur le terrain, on voit beaucoup de choses. Hein. C'est utilisé dans plein de contextes différents. Donc, pourquoi tu expliquerais qu'il y a juste une cinquantaine de développeurs qui font du CRM à Montréal si la plateforme est si puissante? Sais-tu qu'il y a vraiment une méconnaissance de ce type de produit-là ou c'est que tout le monde utilise la compétition? C'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition. Et ce genre de projet-là, quand il va y en avoir des gros, ça va maintenir 2-3 personnes là-dessus à temps plein pendant longtemps. Et du coup, selon moi, c'est juste que c'est un marché où il n'y a pas assez de demandes encore pour avoir plus de monde qui... Puis il y a peut-être aussi le fait qu'un développeur, il ne travaille pas pendant un an de temps pour le même client. Il va vraiment... C'est quand même des petits développements. Ce n'est pas des choses qui prennent des années à construire. C'est ça. Il y a les projets vont de 1 mois à 2-3 ans. Donc, ça dépend vraiment dans quel type de projet on tombe. Puis il y a peut-être aussi que beaucoup d'organisations sont encore avec leur vieux système propriétaire. Tout à fait. Migrer vers les nouvelles plateformes, c'est pas des... En tout cas, dans des périodes difficiles, c'est toujours... parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui justifient comme on peut pas aller vers ce type de plateforme-là parce qu'on a des besoins tellement particuliers. Ça, c'est l'argument type de... Parce qu'en parlant de besoins particuliers, il y a aussi, ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est de créer des ponts entre différents systèmes là, dans l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de créer des ponts entre des systèmes d'entreprise et le CRM sur le cloud, mais on peut le faire à l'interne aussi. Oui, et c'est... En fait, on le fait quasiment tout le temps dans tous les projets, sauf pour les entreprises qui sont vraiment petites et qui ont des besoins limités. Mais la plupart du temps, il va avoir initialement déjà un chargement de données qui proviennent d'un ancien système. Et dépendamment de la situation chez les clients, il va avoir de l'intégration en temps réel ou les systèmes vont vivre en parallèle pendant un bout de temps avant qu'on tire la plug et qu'on dit on peut se fier sur le nouveau. Hein. Ou même qu'on a un besoin d'avoir plusieurs systèmes. Par exemple, CRM, il est bien pour arriver jusqu'au niveau de la commande, mais mettons que si tu veux faire de la facturation, peut-être que tu veux envoyer l'information dans un ERP ou quelque chose comme ça, ou dans un système financier où c'est là que tu gères tes finances. Donc, c'est une intégration qui doit vivre avec ton système. Si je suis un développeur, j'ai entendu parler de CRM, là, je suis allumé, je veux commencer. Est-ce qu'il y a une version d'évaluation que je pourrais downloader puis essayer? Deux possibilités. On peut s'ouvrir un compte dans Office 365 qui donne une licence. C'est un essai de 30 jours gratuit. Okay. Autrement, Microsoft donne accès au programme d'installation de CRM, mais avec une licence de 90 jours, par exemple. OK, mais on peut quand même essayer pendant 3 mois. Tout à fait. Souvent, on recommande aux gens d'aller directement dans Office 365 parce que c'est plus facile. Et puis... Parce que là, tu vas payer ta licence Office 365 CRM, tu peux prendre quelque chose de base que tu vas payer mensuellement? C'est ça, tu peux prendre quelque chose de base. On parle de quel prix à peu près? Les prix varient dépendamment de... Il y a plusieurs forfaits, mais la moyenne, c'est 65 $ mensuels par utilisateur. Okay. Après, ça varie en fonction de différents facteurs, le nombre d'utilisateurs, le volume de données qu'on veut avoir dans le système. Il y a aussi, ils ont des forfaits pour certains types d'entreprises, par exemple les ONG payent moins cher. Il y a beaucoup de variations là-dedans. Sais-tu si on a un Visual Studio avec la licence MSDN, si on a accès à une licence de CRM? Oui, tout à fait. On a une licence... Donc, il se peut que déjà, on ait accès à un serveur complet via notre licence Visual Studio MSDN, qu'on peut installer en développement. La façon la plus simple, c'est que tu vas sur ton compte MSDN puis tu tapes
CRM, tu vas le voir apparaître dans ta liste en disant « Hey, je l'ai, je peux le télécharger, je peux l'installer, je peux commencer. » Tout à fait. Donc, il faut, j'imagine, bon, je m'installe une machine virtuelle, un serveur, je télécharge le CRM, je fais l'installation, j'ai mon Visual Studio. Suite à ça, ça va me prendre un petit peu de formation. Qu'est-ce que tu recommanderais comme formation de base? Il y a beaucoup de ressources qui existent. Microsoft vient de sortir un nouveau site qui donne vraiment un détail de chaque module et de comment les modules fonctionnent. Et c'est tout nouveau. J'enverrai le lien pour le mettre. Est-ce que c'est sur Virtual Academy ou... Non. Non, c'est Non. autre chose. OK. C'est autre chose. C'est complètement c'est spécifique au produit. OK. Et c'est vraiment très bien fait parce qu'on peut se mettre dans le rôle de quelqu'un qui fait du case management, de quelqu'un qui fait de la vente et vraiment de voir c'est quoi les... C'est bien ça parce que aussi, ça démontre aux informaticiens, là, c'est quoi les cas, en fait, qu'est-ce que ça gère? Les scénarios les plus usuels. Les scénarios, effectivement. Absolument. Non, c'est très intéressant. Il y a ça. Et puis après, c'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, on tape sur Internet. Ouais. Et puis, il y a vraiment beaucoup de matériel pour se former. Après, quand on est un peu plus pointu sur la technologie, il y a des blogs qui sont plus intéressants qu'on peut aller regarder, où il y a souvent des idées intéressantes ou même juste des découvertes par rapport aux nouvelles fonctionnalités qui sont apportées et tout ça. C'est un créneau intéressant là, pour les développeurs qui nous écoutent, là, qui cherchent un silo ou un créneau très, très particulier. C'est un beau modèle. Il n'y a pas beaucoup de développeurs, comme tu disais tout à l'heure. Il y a moyen de faire, j'imagine, des bons revenus. Ouais. Et puis, après, je comprends aussi beaucoup dans le monde des développeurs, les gens n'aiment pas consacrer leur carrière ou plusieurs années à un produit en particulier, ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'on a toujours besoin de changements, on a toujours besoin de nouvelles choses. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que parce que c'est une plateforme qui est de taille, on va dire, petite et grande moyenne et grande entreprise, les projets en général sont relativement courts, donc en moyenne à peu près 8 mois. Alors, ça permet de passer du temps à voir quelque chose, voir comment une implémentation est faite chez un client. Et 8 mois après, 1 an après, aller chez notre client. Ça va être d'autres défis. D'autres défis. Et en plus de ça, la plateforme n'arrête pas d'évoluer. Donc, par exemple, on a eu une version majeure en 2011, une autre version majeure en 2013. Donc, il y a toujours un apprentissage qui se fait aussi à ce niveau-là. Donc, on ne s'ennuie pas à faire tout le temps la même chose parce que ça change tout le temps. Et puis, j'imagine, même au niveau du cloud, les nouveaux features sont poussés quand même sur une base régulière. Oui. En général, Microsoft essaie d'aligner les déploiements. Donc, le cloud va aller en même temps que les versions sont données pour les déploiements locaux. Intéressant. Ouais. Moi, je vais faire une surenchère. C'est sûr que c'est intéressant pour les développeurs, mais les gens qui ont des rôles plus d'architecture, je pense que c'est important qu'ils soient conscients de ces plateformes-là parce que ça me semble de plus en plus difficile, en tout cas en 2014, de justifier de faire un développement. De réinventer la roue. Un développement sur mesure pour, en tout cas, pour tous ces scénarios-là les plus usuels. Puis le fameux argument « Ah, nous, c'est spécial, ça marche pas ». Ben, je pense que peut-être, on peut, en tout cas, comme architecte, on peut peut-être demander aux gens de le démontrer formellement parce que les produits sont quand même rendus assez évolués. Oui, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a beaucoup de compagnies qui ont vu le produit juste par hasard ou parce qu'ils étaient dans une conférence et puis qui après sont revenus vers des compagnies d'implémentation pour dire on aimerait revoir ça, on aimerait savoir si on peut s'en servir de telle ou telle façon. Et oui, c'est des choses qu'il faut regarder impérativement. Là, pour des architectes, c'est important de savoir qu'une plateforme comme ça existe, surtout quand on est dans un environnement qui est centré autour des technologies Microsoft. C'est vraiment clé parce que quand on le montre aux clients, les gens tout de suite, il y a un certain niveau de familiarité parce que les écrans sont pareils, la navigation est identique, donc c'est très facile aux gens de comprendre ce qui se passe là-dedans. Le fait aussi que tout ça peut s'intégrer dans Outlook, donc beaucoup de gens dans l'entreprise qui vivent encore dans Outlook. Oui, c'est au centre, le courriel est au centre de l'entreprise. Ben écoute, on te remercie. Oui, ça a été une bonne introduction. Merci à vous. Merci. On termine toujours, nous autres, en demandant s'il y a un blog, un livre, quelque chose que tu aimerais recommander à nos auditeurs.
Oui, Ça alors peut être en lien avec ce produit-là ou même pas du tout en lien avec... absolument. Ben il y a beaucoup de blogs qui sont intéressants. Personnellement, je suis beaucoup le blog de la communauté CRM de Microsoft. Donc, on va Donc, mettre le lien. C'est ça. Donc, qui est une combinaison de beaucoup de blogs qui viennent de différentes sources et qui permet vraiment de rester à jour sur la technologie et de littéralement n'importe quoi qu'on a besoin de savoir en termes de vraiment comment la technologie fonctionne, c'est quoi les fonctionnalités et tout ça. Quelqu'un a sûrement déjà écrit là-dessus. Donc, c'est vraiment la ressource pour moi. Là, quand il y a quelque chose que je ne suis pas trop certain, c'est une très bonne ressource. Pour nos auditeurs, ben, il y a ton blog aussi qui pourront suivre. On te remercie encore. Merci à vous, un plaisir. Merci. On va souhaiter à nos auditeurs bonne continuation. Puis on vous revoit le mois prochain. Au revoir.